Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de géopolitique. L'entretien vise, vous le savez, à analyser les perspectives politiques générales et les orientations stratégiques internes et internationales sous l'administration ou les visions politiques de Donald Trump. Pour cette émission et pour cet entretien spécial, je suis accompagné de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de m'accueillir sur votre magnifique plateau. La politique internationale, les relations bilatérales et multilatérales, quels sont les principaux changements dans les relations des États-Unis envers les alliés traditionnels, l'Union européenne, l'OTAN? Déjà, je dois rappeler ici que la politique américaine, du moins internationale américaine, elle est fondée sur un principe, celui qu'on pourrait qualifier de doctrine de Monroe. Et partant de là, la doctrine de Monroe voudrait qu'il n'y ait aucune ingérence des forces étrangères sur la gestion de la cité et que la volonté de subjugation qu'on pourrait imposer aux États-Unis ne doit aucunement voir ou connaître une fin heureuse. Et donc, venu à nos jours, la doctrine de Monroe ayant évolué et les États-Unis refutant cette volonté qu'on aurait voulu leur imposer, à savoir la subjugation, à savoir la domination, à savoir réduire ce peuple-là en peuple vassalisé, eux, ils se mettent maintenant en posture de ceux qui doivent non pas aider les autres, mais plutôt les dominer. C'est ici, cela montre un peu le fondement de la relation que les États-Unis vont concocter avec les autres États. Et votre question me ramène, ou alors me plonge en plein dedans pour parler simplement que la relation des États-Unis avec ses partenaires traditionnels va connaître, au regard de l'avènement de Donald Trump au pouvoir, va connaître un chamboulement majeur. À savoir qu'à la première présidence de Donald Trump, il avait déjà un discours qu'on pourrait qualifier de clivant, qu'on pouvait qualifier d'instigateur à la révolte, d'instigateur à la rupture, d'instigateur à la mise en demeure des différentes relations qu'on nourrissait avec les partenaires traditionnels parce qu'on n'a plus, n'est-ce pas, cette vision qu'on nourrissait jadis. Et donc, cette relation-là, elle est, de mon point de vue, déjà effritée par le comportement. En sociologie, on va parler du behavior, le comportement de Donald Trump, déjà le président. Il a un comportement, certains psychologues qualifient de belliqueux, il est arrogant, il est hautain, il a un discours qui clive avec le politiquement correct, et donc il est, selon lui, dans une posture qui ne cherche qu'à garantir les intérêts des États-Unis, en occultant naturellement les intérêts des partenaires traditionnels avec qui ils ont cheminé naturellement pour construire cette communauté internationale qui chapeaute, n'est-ce pas, la gouvernance internationale de nos jours. Et donc, ces relations-là, venu le deuxième mandat, vont connaître naturellement un chamboulement, comme je le disais déjà, pour la simple et bonne raison que le président Donald Trump arrive à nouveau au pouvoir avec un discours non pas que belliqueux, mais plutôt enclin à l'avènement d'un climat qui se veut, n'est-ce pas, mortifère pour ces relations-là, à savoir qu'il est à la recherche, n'est-ce pas, de conquêtes territoriales aujourd'hui. Et donc, s'il fallait nommer, il veut acheter le Groenland, il veut faire intégrer le Canada dans les États qui constituent les États-Unis. Et vous voyez ici qu'ils sont traditionnels, en savoir que ces pays-là sont partie intégrante, n'est-ce pas, le traité de l'Atlantique Nord. Mais aujourd'hui, on se retrouve à discuter, n'est-ce pas, de la saine symbiose qui existe
entre les pays, différents pays qui sont constitutifs du traité de l'Atlantique Nord. Donc, les relations entre les États-Unis et les partenaires traditionnels aujourd'hui ne peuvent qu'être clivants, ne peuvent qu'être mortifères pour, n'est-ce pas, voir poindre à la fin une relation qui, ma foi, sera nocive pour l'évolution de la géopolitique internationale. Comment évaluez-vous l'approche avec des puissances comme des puissances rivales, hein, comme la Chine et la Russie? Déjà, il a une approche qui me semble diplomatique et un ton qui me paraît plutôt affable au regard du Mhm, ton qu'il emploie quand il parle des États, quand il parle des partenaires traditionnels qui, selon lui, ne mhm, le portent pas à cœur parce qu'ils tiennent un discours qui, ma foi, ne concourt pas à créer une perception autour du président Donald Trump qui mhm, concourt à garantir les intérêts soit des États-Unis, soit des différents partenaires traditionnels. Et donc, la relation qu'il entretient avec la Chine ou la Russie, ma mhm, foi, il est en quête de quelque chose de fondamental que chacun des présidents de son calibre aimerait bien retrouver, à savoir la paix et garantir naturellement les intérêts les intérêts. Les États ne sont que guidés par les intérêts, dit-on souvent. Et donc, ils mhm, cherchent à garantir les intérêts, soit économiques, soit diplomatiques, et j'en passe. Et donc, son discours ne peut que être conciliant, mhm, dans la mesure où, même s'il est conciliant, il peut aussi être ferme, dans la mesure où son rapprochement avec le président Donald Trump, pas Donald Trump, son rapprochement avec le président Vladimir Poutine, qui a échoué naturellement parce mhm, qu'il était prévu qu'ils aient un échange téléphonique après qu'il soit investi comme président des États-Unis. Cet appel téléphonique-là ayant échoué montre que la convergence des idées ne sont pas au beau fixe, ne sont pas sur la table de négociation dans la mesure où les idéaux divergent quelque peu. Et mhm, donc, on voit bien que face à cette déclaration qu'il a, n'est-ce pas, émise pendant la campagne électorale, à savoir que l'action majeure qu'il devrait mener pour imposer sa statue présidentielle sur la scène internationale, mhm, étant lui le garant, n'est-ce pas, en règlement de conflit sur le monde, mhm, il a déclaré que lui mettrait fin à la guerre en Ukraine en un jour. mhm, Et donc nous voici après, je pense, une semaine et demie d'investiture et que la guerre et que les relations s'effritent et s'étendent au mhm, fil du temps qui passe. Et donc, Donald Trump, son discours, qui, ma foi, était conciliant au départ, va au fil du temps se confronter à une réalité qui va durcir ce discours-là et le mhm, ramener à une posture de plutôt vatangueriste, au mhm, point où l'armée américaine, qui aujourd'hui voit son effectif être réduit sur le mhm, continent européen parce qu'il estime que les Européens doivent payer plus, mhm, sinon il retire ses troupes, doivent payer plus pour la sécurité que les États-Unis apportent à l'Europe. Et donc, mhm, vous voyez ici que cette ambiguïté que le président Donald Trump mène dans sa diplomatie étrangère, mais fait en sorte que la Russie aujourd'hui se sent confortée dans sa position et a les manettes pour diriger les négociations qui peuvent poindre à l'horizon. On voit bien que, aux dernières nouvelles, le président Vladimir Poutine souhaite, n'est-ce pas, négocier, mhm. souhaite entendre les différentes parties, mais à la seule condition, il ne souhaiterait pas avoir le président Zelensky sur la table pour donner ce discours. Revenons maintenant à la situation de la Chine, pour dire simplement que la relation entre la Chine et les États-Unis Mhm. aujourd'hui, avec la gouvernance de Donald Trump, sont non pas conflictuelles, mais elles connaissent, ma foi, quelque chose de nouveau sur la scène internationale, à savoir que on concourt tous à la stabilité économique, à la stabilité politique, à la stabilité même militaire du monde, mais Mhm. on se fait harakiri quand je, comme dans les films western, naturellement, quand je dors, je dois dormir sans dormir. Et donc, Mhm. aujourd'hui, les États tels que la Chine et les
États-Unis sont au rebond de quelques failles que pourrait montrer, n'est-ce pas, l'adversaire. On voit bien, c'est là dans le principe de l'intelligence artificielle avec DeepSeek qui plombe, n'est-ce pas, le modèle économique de ChatGPT et j'en passe, et non de l'économie américaine. C'est pourquoi, j'en de le marteler ainsi, c'est dire que les États-Unis aujourd'hui, avec la Chine, doivent montrer, n'est-ce pas, un horizon qui se veut prometteur pour la promotion du capitalisme qui se veut plus sain. Or, ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est un protectionnisme dans la sauvegarde des intérêts qui nous sont particuliers, qui nous sont propres, au détriment, n'est-ce pas, de la bonne marche de l'économie internationale. D'où la bonne phrase du slogan américain Make America Great Again, ou alors On y reviendra. American First. On y reviendra dans son approche géopolitique. Quelle vision géopolitique semble guider Donald Trump? Réduction des engagements internationaux et notamment son slogan American First, Make American Great Again, American First. Pour faire court et vous répondre de façon laconique, Make America Great Again, c'est un slogan qui, ma foi, d'un point de vue communicationnel, est fort parce qu'il réveille un esprit en chaque Américain qui doit défendre la patrie, qui doit, n'est-ce pas, faire le constat selon lequel l'Amérique est en train de tomber dans un trou et il faille se relever pour le hisser au sommet et rejoindre naturellement ce que la doctrine de Monroe aurait souhaité, cette Amérique indépendante, loin de toute ingérence. Et donc, vu ainsi, le concept de Make America Great Again n'est qu'en droite ligne avec l'identité que les États-Unis se sont fixés au fil du temps, dans la mesure où ils se considèrent déjà depuis une certaine doctrine, la doctrine se nomme la destinée manifeste. La destinée manifeste des États-Unis repose sur 3 principes majeurs que j'aimerais bien lister. Le premier principe, c'est la société américaine est moralement supérieure et destinée à servir de modèle sur la scène internationale. Le second principe, c'est la croyance que les dirigeants de l'Amérique ont comme étant un devoir de diffuser la démocratie et le capitalisme à travers le monde. Le troisième principe, naturellement, repose sur l'expansion inévitable et ordonnée par la force supérieure. C'est dire quoi simplement? C'est pour dire que les États-Unis sont construits à telle enseigne que, quel que soit le pouvoir qui est en place, ils sont dirigés par un mécanisme qui façonne leur comportement pouvoiriste. Et donc, ces principes développés depuis les années 1900, j'ai envie de dire, non, précisément en 1848, quand ces principes ont été mis en branle, dans la mesure où il a fallu, n'est-ce pas, créer des territoires qu'il fallait montrer l'expansion américaine. Il y a eu l'annexion du Texas déjà, l'annexion du Texas en 1845, qui est incorporée au sein des États-Unis. Il y a eu la guerre américano-mexicaine en 1846-1848, qui montre que les États-Unis s'accaparent une fois de plus de la Californie et du Nouveau-Mexique. Le troisième traité qui montre que la volonté expansionniste des États-Unis ne nous conforte que de nos jours, à savoir que le traité de l'Oregon, en 1846, établit les frontières nord-ouest des États-Unis avec le Canada britannique. Vous voyez ici que les États-Unis, du moins le gouvernant qui est aujourd'hui à la tête de ce pays-là, montre que la volonté expansionniste des États-Unis n'est qu'en droite ligne avec ce que ses prédécesseurs ont toujours souhaité. Et cela va au-delà, n'est-ce pas, de ce principe-là. Et je dois aussi rappeler que la destinée manifeste est un concept qui a été vulgarisé par John Slivany, à savoir que lui, il considérait que la destinée manifeste des États-Unis, cette expansion-là, c'est une volonté divine. Et donc, vous voyez que votre question rencontre, n'est-ce pas, les aspirations déjà lointaines qui sont sous-jacentes dans l'administration américaine, qui ne sont que réveillées aujourd'hui par les politiques que nous avons, les politiques contemporaines, j'ai envie. Et donc,
Donald Trump au pouvoir, les États-Unis en conquête territoriale, comme on le voit aujourd'hui, ne peut que donner quelque chose de néfaste pour la Il y a géopolitique. aussi la réduction des engagements au niveau international, donc comme l'OMS, sa sortie de l'OMS. Cette posture-là rencontre la doctrine de Monroe, mais à l'inverse. Dans la mesure où les États-Unis, ayant adopté la doctrine de Monroe, que j'ai énoncé les principes fondateurs, non-ingérence, la pleine autonomie et d'un point de vue l'évolution de la démocratie. Mais cette doctrine-là a évolué dans le temps et s'est vue naturellement modifiée au fil de la gouvernance internationale. Les États-Unis, voyant, s'étant libérés de la domination britannique, voyant leurs forces décuplées avec le plan Marshall et j'en passe, voient aujourd'hui la scène internationale comme un monde sur lequel ils doivent marcher, d'où la destinée manifeste. On a le besoin de montrer, on n'a pas le besoin, on a l'obligation de montrer que nous sommes choisis par la force supérieure. Nous devons promouvoir, non pas promouvoir, mais diffuser la démocratie. Et donc, vous voyez que la posture que prend le président Donald Trump n'est pas faite de façon anodine. Elle est réfléchie, elle est mûrie au regard du contexte dans lequel nous vivons. Est-ce que les autres dirigeants ont la pleine maîtrise ou alors souvenance que les États-Unis ont réveillé une certaine doctrine, à savoir la destinée manifeste des États-Unis, avec l'avènement de Donald Trump, qui revendique comme conquête territoriale l'achat du Groenland, qui revendique comme conquête territoriale l'insertion du Canada au sein des différents 51 États qui constituent les États-Unis. Et donc, vous voyez que nous sommes toujours dans cette continuité-là, bien que cette doctrine soit non pas désuète, tombée en désuétude, elle est plutôt mise en veille pour, n'est-ce pas, être ressuscitée par un président qui est plus conquérant, qui est plus à même de soutenir Make America Great Again, comment en conquête territoriale, en montrant sa pleine puissance, en montrant que nous sommes au-dessus, que nous avons été choisis par force supérieure. Et comment percevez-vous sa gestion des accords internationaux, notamment l'accord de Paris, les tensions autour de l'Iran? Il gère, je pense que de mon point de vue, je considère que le président Donald Trump a géré avec une certaine maîtrise, n'est-ce pas, du dossier et une maîtrise des intérêts que ces différents traités pourraient apporter à l'économie américaine. Son postulat de départ, c'est qu'est-ce que je gagne dans ça? C'est un businessman. Donc, il gère les affaires politiques comme s'il gérait n'est-ce pas, est-ce que ce n'est pas une nouvelle méthode de gérer un État comme si on était un économiste averti, ou bien il faut toujours passer par des mécanismes politico-politiques pour gérer cet État? Et les États ont les TVA, les États ont des taxes à payer à gauche, à droite, et il a dit, ce sont les États qui doivent payer et non les citoyens. Je crois que même son discours, que c'est les États qui doivent payer, non les citoyens, c'est un discours politique, puisqu'au final, c'est le citoyen qui doit toujours passer à la caisse. Mais son discours, je considère qu'il est en droite ligne avec sa formation, avec son histoire, avec son expérience. C'est un homme, c'est un magnat de l'immobilier, il connaît, n'est-ce pas, les rois de la négociation, il sait où frapper, quand il faut frapper, quand poser le mot, quand mettre pression, il maîtrise ça. Sa communication directe est son fort. Et donc, le président Donald Trump, c'est ce qu'on nous avait, quand j'étais en master en communication corporate et marketing, il y avait un cours de comparative politics, du moins qu'on donnait en anglais, on nous avait parlé de la stratégie de communication de Donald Trump, on parlait de la stratégie Overton Window. C'est-à-dire quoi? Il est dans l'extrême, il émet la volonté de l'extrême, acheter le Groenland, par exemple. Et donc, à la table de négociation, il sait bien qu'acheter le Groenland, c'est une hérésie. Mais à la table de négociation, au regard du fait qu'il ait émis
l'idée d'acheter le Groenland et que tout le monde s'affole, Donald Trump est sur le simple fait qu'on doit se retrouver à trouver un consensus au milieu de sa proposition. Mais sauf que si vous considérez qu'il ne doit même pas avoir l'idée, lui, il a déjà émis l'idée. Il est en train de créer ce qu'on appelle en communication, insérer l'idée dans la tête de celui avec qui nous communiquons et travailler pour que cela se passe. Il a envoyé, en termes de communication, son fils sur l'île de Groenland, qu'il a retransformé, transformé le slogan Make America Great Again en Make Groenland Great Again. Et donc, vous voyez ici que dans sa stratégie de communication, il est plutôt agressif et en utilisant la stratégie Overton Window, en termes de négociation, il ramène sur la table quelque chose de farfelu, mais sauf que lui, il sait où il va. Il aimerait bien avoir une assise claire des États-Unis sur le Groenland, non pas que pour l'acheter, mais pour contrôler le commerce qui s'y fait, pour contrôler l'ensemble des échanges économiques qui s'y passent. Et donc, vous voyez ici que l'idée d'acheter, c'est ça qui va plutôt ameuter la foule, mais l'idée de contrôle, c'est ce qu'il y a derrière. L'accaparement du territoire en termes de maîtrise d'échanges économiques qui va quitter, n'est-ce pas, des mains du Danemark, mais plutôt aller vers les États-Unis. Et donc, naturellement, le Groenland va appartenir au Danemark, mais la maîtrise des échanges qui se dérouleront sur le Groenland reviendront aux États-Unis. Et sa sortie de l'accord de Paris, est-ce que ce n'est pas un coup marqué pour éloigner cet aspect économique basé sur l'écologie, basé sur le renouvelable? Non, je pense que la sortie du président de Trump de l'accord de Paris montre que les États-Unis vont où ils ont la maîtrise. Ils considèrent que l'accord de Paris, déjà d'un point de vue nominatif, ne renvoie pas à quelque chose de fondamental qui apporte quelque chose d'intéressant pour les Américains. L'accord de Paris, si on avait dit l'accord américain, l'accord de l'Amérique, je pense qu'il aurait trouvé un intérêt à y promouvoir même cet accord-là. Mais sauf qu'on dit l'accord de Paris, et quand ils pensent que l'accord de Paris vise à évacuer le fait que les États-Unis peuvent continuer à pomper les matières premières qui se retrouvent sur leur territoire, ils trouvent en l'accord de Paris un frein à l'application ou alors à l'applicabilité de sa politique qu'il aimerait bien mettre sur pied aux États-Unis. Je vous rappelle qu'à son investiture, il a annoncé tambour battant et rappelé à la conférence de Davos que lui, les États-Unis, ils vont creuser des puits. Or, l'accord de Paris essaye de limiter, n'est-ce pas, les dégâts que cause, par exemple, le gaz de schiste. Naturellement. Et donc, vous voyez que Donald Trump, il sort et il agit. Et il le fait en disant que si vous voulez creuser, venez, vous investissez, et je baisse même aussi les impôts. Et ce milliardaire français qui a créé la marque Louis Vuitton s'offusque de ce que les États-Unis sont aujourd'hui en train de baisser les impôts pour attirer les investisseurs. Mais au niveau européen, il y a ce que Elon Musk parlait déjà de bureaucratie qui tue l'innovation. Et lui, de rappeler que nous, on nous appelle au niveau des États-Unis. Et vous nous chassez de l'Europe parce que vous augmentez, du moins de la France, parce que vous augmentez les impôts à 40%. Vous voyez que Donald Trump, lui, il est dans sa stratégie de faire venir les différents investisseurs. Donc, transformer les États-Unis en plaque tournante du marché international. Reprendre ce que la Chine a fait après Mao Tse-tung. Justement, naturellement, il essaye de le faire, mais est-ce qu'il est en train de l'appliquer de façon à la façon chinoise, c'est-à-dire en respectant le modèle chinois? Ici, on est dans un diktat plutôt que dans autre chose qui se veut pour l'ensemble des différents pays. Je dois rappeler que certains analystes considèrent la posture de Donald Trump comme étant du chantage économique, du chantage politique, du chantage diplomatique, et j'en passe. Donc, il est dans l'exagération qu'on pourrait qualifier de chantage. Donc, Donald Trump, non pas seulement dans la conquête territoriale, il est dans la conquête même diplomatique, dans la conquête numérique, dans la conquête spatiale, il est dans
Make America Great Again, pour lui, c'est placer les États-Unis au centre de tout, placer les États-Unis sur la pente descendante, parce que lui descend pour écraser tout. Si vous voulez monter, lui, vous dit descendez, descendez, vous n'avez pas besoin de connaître le sommet. Et donc, ce qui me pousse à penser que le monde aujourd'hui est gouverné ou dirigé selon un principe dual, celui qui repose sur deux notions fondamentales à mes yeux, celui de la dépendance et celui de l'indépendance. Qui aujourd'hui se veut indépendant et qui aujourd'hui se veut dépendant. Et naturellement, les États-Unis ont tracé la voie, ont tracé le chemin pour montrer que eux, ils sont les pourvoyeurs d'indépendance et eux, ils sont aussi ceux qui nomment quel État doit rester dépendant. Et à ce moment, on voit bien que les États-Unis, dans la posture trumpiste, tend à montrer que l'Europe est en ballottage dans la mesure où la France est en perte de vitesse, l'Allemagne est en perte de vitesse, la Russie qui essaye de tanguer pour se frayer un chemin et rivaliser un tant soit peu avec les États-Unis, la Chine qui essaye aussi de le faire avec, n'est-ce pas, ses prouesses technologiques et j'en passe, montre que pour être indépendant, il faut tutoyer les États-Unis, mais au regard de ce qui se passe, c'est les États-Unis qui confèrent le titre d'indépendant, qui confèrent le titre. Et donc, vous voyez le ton avec lequel il s'adresse aux autres États, cela montre que, à mon sens, que le monde aujourd'hui est dirigé par la face du monde à deux pendants, dépendance et indépendance. Le leadership, le style de gouvernance, comment qualifiez-vous le style de leadership de Donald Trump? Populiste, pragmatique, provocateur. En quoi cet esprit de conquête est-il traduit dans sa vision de l'Amérique sur la scène mondiale? Comment je qualifierais son style communicationnel? Moi, spécialiste en communication, je pense que son style est choisi en fonction d'une stratégie qu'il aimerait mettre en place. Et donc, sa stratégie qu'on pourrait qualifier de communication directe, avec usage d'un réseau social qui facilite de s'exprimer, qui aide à s'exprimer naturellement. Et donc, pour moi, il n'est pas que populiste, il est au-delà du populisme, dans la mesure où il essaye de tutoyer même le citoyen le plus bas de la société. Il n'est pas dans un discours circonvolutionné qui essaye, n'est-ce pas, de tutoyer les cimes de la bourgeoisie. Que non, il est dans ce que je qualifie l'homme qui s'adapte à toutes les situations. Et donc, est-il populiste parce qu'il essaye de faire corps avec celui-là qui n'a pas forcément connu l'ensemble de la grammaire, de l'orthographe et j'en passe, qui ne maîtrise pas les arcanes du langage, celui-là qui est même la base fondatrice de son mouvement Make America Great Again. Est-ce qu'il n'a pas mis les cours de diplomatique à côté? Le besoin de mettre les causes diplomatiques à côté est constitutif du fait que nous vivons dans un monde qui ne respecte plus les codes diplomatiques. C'est le président Emmanuel Macron qui le rappelait de fort belle manière quand il s'adressait naturellement à l'ensemble, pas qu'aux Africains, mais à l'ensemble de son corps diplomatique, qui leur rappelait que pourquoi devons-nous continuer à respecter les règles diplomatiques que les puissants de ce monde ne respectent plus. Et donc, lui, déjà, il se considère comme étant impuissant. Et donc, il est dans la catégorie des citoyens que moi, non pas des citoyens, des pays que je considère comme étant des dépendants parce qu'ils n'ont pas cette qualité d'indépendance que voudraient avoir les États-Unis. Et donc, vous voyez que nous sommes, je le rappelais déjà de manière plus appropriée, que nous sommes dans un monde qui considère l'anarchisme diplomatique comme une arme à part entière en termes de démocratie. Et donc, la diplomatie que nous avons connue par le passé, elle est désuète, elle est morte. Aujourd'hui, c'est la loi, non pas que la loi du plus
fort, mais la loi de celui qui connaît comment subjuguer l'autre sans toutefois utiliser la force. On arrive à cela par ce qu'on appelle en communication le principe de création d'un positionnement perceptif dans la tête de celui, si on est dans la vente, on va dire dans la tête de son client. Et donc ici, quelle est la perception que nous essayons de créer sur l'ensemble des citoyens de la Terre au regard de l'histoire que la France dégage sur la scène internationale? On voit bien que sur le continent africain, la perception qu'on a de la France n'est pas au beau fixe, n'est pas bonne. Et donc, elle est à reculons. Et ce qui laisse, n'est-ce pas, le champ, le boulevard à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, de s'incruster et de créer une nouvelle perception qui viendrait non pas pour la continuation de ce que les Africains ont connu dans sa relation avec la France, mais créer non pas que la rupture, mais créer la continuité avec une autre face. Et donc, le pillage continue, mais sous une autre coupole. C'est-à-dire, on crée des bourgeois avec ce que le président, non pas Emmanuel Macron, mais plutôt Barack Obama, l'enseignement de Young African Young Leaders, qui sont allés aux États-Unis pour maîtriser, n'est-ce pas, les arcanes de la gouvernance internationale selon le modèle américain. Arrivés sur le territoire africain, et j'en passe, ils n'arrivent pas à défendre les intérêts du continent, mais plutôt à sauvegarder les intérêts de celui qui les a formés. Une fois de plus, le président Donald Trump a mis ses ONG en échec. Il a stoppé tout cela. Je pense que c'est un peu la naïveté, j'ai envie de dire, c'est un peu la naïveté du président Donald Trump que d'agir ainsi. Parce qu'il va se rendre compte que ces ONG-là, s'il les a pris de façon ramassée sans toutefois effectuer un tri pour continuer sa réflexion, à savoir que les intérêts des Américains doivent toujours être en primeur, on va considérer ici que Make America Great Again n'est non pas en contradiction avec ce que le président Barack Obama a eu à faire, à savoir la formation des jeunes, des Africains, des jeunes leaders africains, parce qu'ils sont dans la continuité, ils sont moulés, ils sont dressés en éducation, on parle du dressage, on va dire ici que les citoyens qui vont à l'école américaine sont dressés selon le modèle américain pour non pas servir le continent africain, mais pour continuer à garantir les intérêts et intéresser le pays de l'oncle Sam. On voit bien ici que le président Donald Trump, s'il a agi, comme vous le dites, est en porte-à-faux avec sa théorie selon laquelle les intérêts américains doivent toujours prévaloir. Et l'ayant dit, je reviens à ce que, n'est-ce pas, Emmanuel Macron et tout ce que je disais selon le comportement de la France sur le continent africain, qui est en porte-à-faux avec cette continuité que les Américains aimeraient bien voir. Et donc, cette perception-là est créée pour montrer que nous venons assister, nous venons vous apporter la sécurité, nous venons vous apporter le développement économique. Ça rencontre encore le deuxième principe de la destinée manifeste des États-Unis. Nous sommes les diffuseurs de la démocratie, du capitalisme. Du côté du nationalisme et de son influence globale, le slogan Make American Great Again incarne-t-il une vision expansionniste, territoriale, économique ou idéologique? Selon vous, comment cette vision a-t-elle influencé l'image des États-Unis dans le monde? L'image des États-Unis est moulée, non pas qu'aujourd'hui, elle est moulée depuis son accession à l'indépendance, depuis qu'elle est boutée hors de son territoire la puissance coloniale, la puissance britannique. Et c'est à partir de ce moment-là que naît, pas de mon point de vue, la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe qui, je le rappelle, elle repose sur... La doctrine de Monroe qui repose sur trois principes aussi. Il y a la non-colonisation, dont le refus de la colonisation européenne. Il y a la non-intervention qui suppose que toute intervention européenne dans les affaires des nations américaines serait perçue comme une menace
pour la paix et la Mhm. sécurité des États-Unis. Le troisième principe, c'est la neutralité réciproque, qui, à mon sens, voudrait simplement dire que on ne se gère pas dans les affaires des autres Mhm. États, on respecte la pleine souveraineté de ces États. Mais sauf que le temps évoluant, le temps passant, on voit bien que après la doctrine de Monroe, on a eu la destinée manifeste des États-Unis. Ils se Mhm. sont vus grandir en zèle et ont défini toute une doctrine qui montre que l'expansionnisme américain est Mhm. quelque chose de consacré Mhm. et de penser. J'ai cité quelques cas majeurs, quelques faits marquants qui sont pour certains antidatés, qui Mhm. sont pour certains des faits historiques. Mais, sauf qu'au regard, quand on convoque, n'est-ce pas, ces faits historiques et on Mhm. regarde le comportement d'un président comme Donald Trump aujourd'hui, nous sommes en droite ligne avec cette doctrine Mhm. intitulée Destinée manifeste qui repose sur trois principes que nous avons énoncés précédemment. Et donc, la conquête territoriale n'est pas que voulue, elle est pensée par les États-Unis. Quand on l'a Mhm. convoqué, la question, le président Donald Trump a convoqué la conquête territoriale aujourd'hui. Est-ce que et c'est en réponse avec le besoin, non pas du président, le besoin, le besoin de Vladimir Poutine de conquérir l'Ukraine comme on aimerait bien prêter cette intention-là? Est-ce Mhm. que c'est par rapport au fait que Taïwan doit être restitué à l'Empire du Milieu? Est-ce que Et donc, c'est pas le cas de Kagame qui expansion vers et le Congo? puisque vous convoquez ce cas qui me tient à cœur, je considère que le cas Kagame est quelque chose de patent et Mhm. nous venons de discuter. Et je m'explique. Barack Obama, il crée l'académie pour former les jeunes leaders africains. Mhm. Je disais que cette académie-là a pour but de Mhm. dresser les futurs leaders africains Mhm. dans une conception du monde qui est identique à celle d'un Américain. Américain, tout à fait. Et donc, de ce point de vue, le président Kagame, il est accusé d'appartenir à une certaine société secrète qu'on connaît aux États-Unis, non pas pour dire que c'est la Rose-Croix et consort, mais Mhm. société secrète, c'est ceux qui agissent dans l'ombre, la Très bien, CIA. aussi, hein. Et donc, il est à la tête d'un pays comme le Rwanda, qui est à côté d'un gigantesque pays que les États-Unis ont toujours voulu euh, voir diviser pour créer d'autres pays qui vont permettre, n'est-ce pas, Mhm. euh, le pillage sur ce territoire-là. Et donc, le Mhm. président Kagame, qui nous dit qu'il n'est pas en mission pour, n'est-ce pas, mettre en application le Mhm. principe que les États-Unis ont déjà eu à dresser sur la scène internationale, à Mhm. savoir que quand on constate qu'un territoire est grand, pour mieux le contrôler, il faille d'abord le diviser. Et ce principe-là se manifeste avec sur le continent africain, je Mhm. veux bien le préciser ici, avec différents conflits qui existent. On parle du Grand Lac, on parle, on parle, on parle. Au Mhm. Cameroun, même cela se passe avec le besoin de sécession au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, vous voyez ici que le président Kagame, s'il faille encore l'appeler président, continue dans la logique que voudraient Mhm. imposer les États-Unis au continent africain. Est-ce qu'il faille continuer dans cette lancée-là? La conquête territoriale américaine ne fait que commencer. Nous y reviendrons sur le cas de la RDC avec une émission spéciale, évidemment. La vision prospective et les orientations politiques. Pensez-vous que ces initiatives auront un impact durable sur la politique interne et internationale des États-Unis? Là, on se fourvoie à penser que les présidents américains, quand ils arrivent au pouvoir, ils gouvernent selon une politique de droite ou de gauche. Mhm. Que non, le président Donald Trump, on estime qu'il essaye de Mhm. combattre l'État profond. Mais au regard de l'histoire de l'État profond américain, est-ce que c'est possible qu'en 4 ans, Mhm. il arrive à mettre cet État profond en déroute? Je doute fort, parce qu'il sera mis
il sera confronté, j'ai envie de dire, à certaines réalités qui le pousseront naturellement à gagner les rangs que voudrait comme le voudrait orienter sa politique selon les besoins de l'État profond. On peut bien le constater avec ses déclarations d'avant-campagne, de campagne et après prise de pouvoir. Quand il déclarait qu'il met fin à la guerre en un jour, Oui, oui, on tout à est fait. en plein dans le torpillage de l'État profond pour le non-respect de la parole présidentielle. Bah, est-ce que ce n'était pas, c'était pas cette aspiration politique au niveau de la campagne électorale, et sachant que le monde entier veut voir cette guerre se terminer parce que les portefeuilles des citoyens, le portefeuille du citoyen européen et voire même africain souffrent. Je doute fort que, grand journaliste que vous êtes, vous aspirez à avoir une pensée naïve. Je n'ai pas envie de le penser, dans la mesure où vous me posez la question que le monde veut voir la guerre se terminer. Que non, le monde veut voir la guerre continuer. Le monde est dans Non, cette c'était dans aspiration. dans le rapport avec la parole présidentielle de Donald Trump qui a saisi cette opportunité de voir le peuple voir cette guerre s'achever et dit dans 2 jours, je vous le promets, cette guerre est terminée. Mais il rencontre les aspirations de l'État profond. Hunter Biden, on a parlé de Hunter Biden, qui a ses intérêts au niveau de l'Ukraine. Et donc, comment est-ce qu'il va juguler ses efforts pour mettre fin à cette guerre, lui tout seul, lui le Jésus, puisque les États-Unis se considèrent comme étant les messies. C'est eux qui doivent diffuser tout ce qu'on a besoin sur la terre. C'est eux qui sont les pourvoyeurs de tous les éléments les plus bons sur la planète. Et donc, l'État profond montre à Donald Trump que ses déclarations de pré-campagne ne tiennent pas la route au regard des dossiers que nous avons sur la table. Et donc, quand il arrive sur la table, on lui dit que mais toi, tu veux changer même déjà l'île du Mexique. Tu veux changer le nom sur l'île du Mexique. Comment tu vas arriver à faire ça? Canal de Tu Panama. veux t'accaparer des terres du Groenland. Tu dis que tu ne sais même pas si le Danemark a un droit là-dessus, si ça appartient. Donc, il est dans cette posture-là, mais il a besoin d'un backup. Et un président pareil qui, selon les médias, nous font croire que Donald Trump est en train de combattre l'État profond. Or, l'État profond, on sait bien que c'est l'industrie militaire qui ne vit que parce que les conflits existent. De ce point de vue, les déclarations de Donald Trump ne rencontrent, j'ai envie de dire, les aspirations de l'État profond. À ce moment-là, la continuité de l'État américain est à son paroxysme, dans la mesure où on a eu, si je dois récapituler un peu le développement que j'ai eu à faire au cours de cette émission, on a eu à éplucher le décret de la doctrine Monroe. Après la doctrine Monroe, on a parlé de la destinée manifeste des États-Unis. On a énoncé les différents principes qui l'orientent. Au-delà de ça, on a essayé de contextualiser, de mettre en commun ces deux doctrines-là pour montrer que le comportement de l'Américain, du dirigeant américain, n'est que façonné dans la mesure où il se considère comme étant celui-ci. Et la création de l'État profond autour de ça, qui garantit, n'est-ce pas, cette volonté expansionniste en termes de conquête territoriale, montre que le président du Trump est en connivence avec, de mon point de vue, j'ai envie de dire, est en connivence avec l'État profond dans la confirmation, n'est-ce pas, des États-Unis comme étant une très grande puissance. Donc, Donald Trump abandonne les États-Unis modèle européen pour se concentrer au modèle américain, donc l'État profond américain. Donc, les conséquences globales, quels défis ou opportunités les politiques de Donald Trump ont-elles posées à l'ordre mondial? Comment son esprit de conquête pourrait-elle redéfinir le rôle des États-Unis dans le futur? De mon point de vue, son esprit de conquête redéfinit déjà de par sa posture communicationnelle, parce qu'ici, il a mis en déroute tous les rouages diplomatiques qui ont été définis et organisés pour manifester, n'est-ce pas, un besoin de communication
relations entre les différents États. Ici, nous sommes plus dans ce qu'on pourrait appeler par le passé la conquête des territoires. La conquête des territoires passe par des principes qui sont bafoués. On a la violence. Et vous savez aujourd'hui que le monde, il est naturel d'être contre toute forme de violence. Donc, la violence verbale du président Trump montre que le discours diplomatique que nous avons policé ne tient plus la route. C'est là aussi un manifeste du fait que le président Trump a l'impression de nous faire savoir qu'il maîtrise ses dossiers, il sait ce qu'il dit et il fait ce qu'il dit. Et donc, quand il nous dit qu'il va acheter le Groenland et qui met en branle tout le Danemark, ça montre qu'il ne met pas les gants pour agir. Et s'il faille lancer une bombe atomique, il est prêt à le faire. Il ne sera pas dans le doute, comme on pourrait qualifier l'attitude ou la posture du président Vladimir Poutine, qui est dans le doute et qui a un peu d'humanisme. C'est qui gouverne le président Trump en termes de prospective, et on pourrait partir de là pour analyser, n'est-ce pas, sa destinée politique. Et la destinée politique de l'Amérique, c'est l'argent. Il est dans la conquête argentesque, il est dans la conquête du capitalisme à tout va. Et donc, ça montre que les États-Unis, au regard de la dette qu'ils ont, du trésor public américain qui pique l'argent un peu partout, parce que c'est eux qui sont aussi les garants de la bonne gouvernance dans le monde. Et vous voyez que le président Trump, dans la prospective qu'il aimerait donner au monde, de mon point de vue, c'est quels sont vos intérêts, dites-moi vos intérêts, et je juge si cela est en droit de ce que les États-Unis ont fixé pour vous. Parce qu'on revient à ce tableau que j'essaye de définir avec mes modestes mots. Le monde, il est dirigé en fonction de deux, j'ai envie de dire, principes. Si vous êtes dépendant, vous êtes dans la place des respectés. Nous avons parlé dans une émission ici de l'Organisation des Nations Unies. Et vous avez dit que cette organisation est désuète. Est-ce, avec l'arrivée de Donald Trump, le constat que vous avez fait est-il pertinent aujourd'hui? Ça rencontre toute sa pertinence dans la mesure où est-ce que vous entendez encore parler du secrétaire des Nations Unies? Est-ce que vous, malgré tous les événements qui se passent dans ce monde-là, est-ce que vous entendez parler de ce secrétaire? Il ne donne plus mot. Est-ce qu'il est malade? Est-ce que sa maladie a rencontré aussi la maladie de cette institution-là? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que cette institution-là est appelée à disparaître. On ne peut continuer à avoir des dirigeants qui aspirent à des comportements belliqueux et que vous avez une institution qui s'est gargarisée du fait qu'elle aimerait apporter la paix dans le monde, ne rien dire face à des envolées, ne fût-ce que communicationnelles belliqueuses. Et donc, on voit bien que l'ONU, puisque vous convoquez cette institution-là ici, elle est dépassée par les événements. Depuis déjà, on va évoquer le mot que les Occidentaux aiment utiliser, l'invasion de l'Ukraine, elle est dépassée. On voit, on ne voit pas sa posture au niveau de Goma, où le Rwanda est en train d'annexer tout un grand pays. Puisqu'on y reviendra, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On voit bien sa posture sur les événements au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun. On voit sa posture en Syrie, on voit sa posture au Liban. Donc l'ONU est dépassée. L'ONU s'est effacée finalement. L'ONU s'est effacée. L'ONU est en train de préparer sa disparition. Et je suppose que dans les années qui vont suivre, sans toutefois être prophète ou bien appartenir à une quelconque obédience qui voit dans l'avenir, je me base sur certains faits pour dire que l'ONU est en train de préparer une nouvelle institution qui doit émerger. Vous avez le président camerounais qui milite au regard de son âge avancé pour le multilatéralisme, pour que le monde soit non plus dirigé par une obédience unique
unipolaire, comme voudraient nous ramener les États-Unis. Ils voudraient l'avènement du multilatéralisme qui repose sur ce que le président Poutine et Xi Jinping ont à cœur, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des États. Vous voyez ici qu'il y a en sous-bassement une nouvelle institution qui doit naître. Parce que, déjà, au sein de l'ONU, il y a la négation de la souveraineté des États. Le droit de veto en est une preuve. Pourquoi est-ce que 5 États ont le droit de veto? On est dans ce monde qui essaie de définir ceux qui sont indépendants et ceux qui sont dépendants. Les indépendants sont à respecter et les dépendants sont juste la masse qu'on doit diriger, on doit donner les orientations, d'où les institutions comme le FMI et j'en passe. Donc votre question peut donner naissance à des raisonnements qui vont à foison, mais qui convergent vers quelque chose qui se veut central, à savoir l'avènement d'une institution qui doit garantir le plein épanouissement des différents citoyens du monde. L'arrivée de Donald Trump, manifestement, augure un nouveau monde. Qui contrôlera l'Afrique? C'est une question, une thématique que nous nous sommes posés ici depuis plus de 2 ans et nous y reviendrons avec les événements qui se déroulent à Goma. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission.